Mesdames, Messieurs, bonsoir, grand bonsoir, bienvenue sur ce plateau de Guinée Actu, le magazine d'actualité de notre rédaction. Nos jeunes ont du talent. Le promoteur en Guinée de ce concept n'est autre que l'actuel ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté, 44 ans, ingénieur en génie civil formé dans une université américaine. Mais pour se faire une voix, une audience dans son pays, il met au placard son diplôme et vient offrir des services pour faciliter l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication donc des jeunes de son pays. En 2010, il fait preuve de réalisme politique. Il va travailler comme un chiffonnier dans l'équipe de communication de l'Alliance gagnante RPG Arc-en-Ciel. Et 2013, il est porte-parole aux législatives de la mouvance présidentielle. L'année d'après, il entre au gouvernement par le poste de ministère en charge de la jeunesse. Puis 2018, au mois de mai précisément, il a en charge le portefeuille des travaux publics. Le grand défi de celui qui est présenté par ses proches comme étant un gladiateur futé est de mettre nos routes au cœur du développement économique, donc soutenir la croissance. Est-il en train de réussir cette mission? C'est ce sur quoi il tentera de nous convaincre sur ce plateau pendant 1h20. Nous recevons sur ce plateau Monsieur le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté. Merci d'accepter notre interview. Merci pour s'il vous plaît, prenez place. Monsieur le ministre, vous avez vu dans votre présentation, nous avons peut-être pas mentionné que vous êtes aussi détenteur d'un master en économie et que vous avez été directeur du patrimoine bâti public, votre premier poste public d'ailleurs dans le pays. Tout cela est vite oublié avec vos nouvelles responsabilités et ce diplôme d'ingénieur en génie civil. Une expertise qui a été un peu une révélation pour de nombreux Guinéens. Monsieur le ministre, êtes-vous cachotier? Bon, loin s'en faut. Je pense que on a d'éminents intellectuels dans le pays, personnes qui ont un parcours, un cursus beaucoup plus impressionnant que le mien. Et je pense que ce n'est pas nécessaire de faire étalage de son parcours quand on sait que vous n'êtes qu'à vos tout débuts. Et donc, ça n'avait jamais été une nécessité de dire quel diplôme j'avais ou ce que j'avais fait comme cursus. Je pense qu'il y a des esprits beaucoup plus impressionnants, qui ont un parcours encore plus élogieux que le mien, et qui ne font pas étalage de leur parcours. Toujours est-il, le pays a eu besoin de cette expertise-là et tout de suite, vous avez été obligé d'aller dépoussiérer un peu les choses. Ça a été compliqué pour vous? Oh, pas du tout. Je pense que quand je suis rentré en 2003, j'avais un projet au Fouta, plus précisément à Yembérin, pour réhabiliter 120 km de route, de piste rurale. Et c'est ce qui m'a réellement amené. J'ai commencé à travailler. Mais tout de suite, j'ai vu que les défis étaient énormes. Je me suis installé, j'avais une entreprise qui fonctionnait déjà dans ce domaine. Mais après, je suis rentré à Conakry pour faire quelque chose qui me passionnait, qui était au tout début, c'était les nouvelles technologies. Donc avec les cyber qu'il fallait mettre, l'Internet qui commençait à prendre son envol. Donc je ne voulais pas rater cette opportunité et ce nouvel élan qui était donné pour connecter le monde. Donc c'est dans ça que je me suis lancé, pas réellement pour faire du business, mais pour changer, peut-être retrouver le mode de vie que j'avais aux États-Unis. Voilà. Surtout aussi aider les jeunes de votre pays à accéder oui, je à pense cet outil. Ça a été un succès, ça continue à être un succès. C'est une entreprise qui vit encore et qui emploie plus d'une
à peu près 80 et quelques personnes qui continuent à vivre, qui est actionnaire de la Guilab, et bon, avec des jeunes talentueux qui continuent à faire fonctionner. Pendant longtemps, ça a été d'ailleurs le cœur de beaucoup de rédactions. Ah oui, j'ai vu beaucoup de journalistes passer par là-bas, qui avaient leur siège pratiquement à Mouna. Donc, Monsieur le ministre, aujourd'hui, ce que le pays attend de vous est encore très immense. Hein, c'est un peu le développement du pays à travers le développement des infrastructures. Le président de la République a pratiquement exprimé sa vision des choses bien avant votre arrivée au gouvernement. Nous allons encore le réécouter avant de rentrer dans les échanges. Évidemment, la Guinée avait deux grands défis à relever à mon arrivée. L'énergie et les infrastructures. Car pour améliorer le panel de la ménagère, il faut d'abord doter le pays des infrastructures capables de servir au développement de l'agriculture et de l'industrie. Il est évident que la Guinée ne dispose pas d'assez de routes goudronnées. Le défi de notre plan quinquennal est de résoudre en grande partie cela. Cela veut dire, en plus de la route Koya, Kindia, Mamou, Dabola, Kouroussa, la route Koya, frontière de Sierra Leone, la route Boké-Kebo, la route Kankan-Mandiana, la route Kankan-Keroane-Beila, la route Zérekouré-Yomou, la route Télimine-Gawal, la route d'Ingra, Sigina, etc. Nous devons réhabiliter toutes ces routes afin de permettre à nos braves paysans qui sont engagés dans l'agriculture de pouvoir évacuer vers les marchés leurs produits. Car si le paysan produit et qu'il ne peut pas évacuer ses produits au marché, cela va le décourager. Monsieur le ministre, la vision a-t-elle changé? La vision du président de la République, vous venez juste de l'entendre, elle est très claire. La route du développement passe par le développement de la route. Un pays ne peut se développer s'il n'y a pas d'infrastructure routière. Quand on sait que la majorité de nos déplacements, tout se fait par la route. Depuis qu'on a démantelé les voies ferroviaires, tout se fait par la route. Donc le président, sa vision est très claire. Comment faire en sorte que les routes soient construites pour pouvoir répondre au développement économique. Vous avez une réponse à cela? C'est ce que nous sommes en train de décliner. L'illustration parfaite, le président de la République vient de vous donner, c'est cette route, cette dorsale qui est Conakry, Kindia, Mamou, Dabola, Kouroussa, pour rejoindre la frontière de la Guinée, qui est vers le Mali, Bamako. Donc, comment faire en sorte que les grandes dorsales qu'il a déclinées tantôt dans son allocution tout à l'heure puissent servir au développement du pays. Et quand on sait que la Guinée peut être un vrai grenier agricole, comment faire en sorte que les produits, les zones de production puissent, naturellement, une fois que les choses sont produites, pour qu'elles puissent être acheminées vers les points, les marchés pour pouvoir les consommer. Donc, la route contribue forcément, qualitativement à la croissance économique du pays et quantitativement plutôt à la croissance économique et qualitativement au développement économique et social, améliore le cadre de vie et c'est ce qui est visé par le chef de l'État. Et c'est ce que nous nous efforçons à décliner. Vous avez entendu, le président maîtrise totalement la vision et les différents projets qui sont inscrits au niveau du ministère des Travaux publics pour qu'à chaque mois, il nous interroge où en sommes-nous par rapport à l'exécution de tel projet et qu'il connaît dans les détails. Il y a un projet phare en ce moment, c'est le projet de reconstruction de la dorsale, la RN, dont vous avez fait mention. En ce moment, Toumani... Oui, sur la question, la première que je pourrais poser, c'est de savoir est-ce que c'est une route de standard CEDEAO ou bien ça va être la continuation de l'autoroute de Koya? C'est une route d'une plateforme de 10 mètres. Je voudrais rappeler que la route qui existait, l'ancienne route, était d'une plateforme de 6 mètres. 6 mètres avec des virages qui ne permettaient pas d'aller à plus de 40 km à l'heure. Aujourd'hui, le tracé est complètement repris pour aller de 370 km à environ 355 km
en éliminant les virages, en faisant de telle sorte que les véhicules dorénavant puissent aller jusqu'à 80 à l'heure, même au niveau des endroits qui étaient des cols qui ne permettaient pas du tout d'aller avec une vitesse assez élevée. Donc la plateforme, elle sera de 10 mètres, donc 3,50 m de chaque côté, avec des accotements de 1,50 m. Et une structure que nous sommes en train encore de discuter avec l'ingénieur conseil, la structure de la chaussée qui va être utilisée, parce que depuis l'arrivée du président de la République, maintenant c'est le concassé que nous utilisons, avec les couches de fondation, les couches de base, les couches de revêtement, donc des granites que nous utilisons, des produits rocheux que nous utilisons pour plus de stabilité et plus de durabilité de nos routes. Donc elle va connaître un changement significatif par rapport à ce que nous connaissions par le passé. Elle sera encore plus droite. Donc au niveau des cols que nous avons déjà commencé à casser au niveau de Mamou, de Kindia et bien évidemment Kaka que nous venons de lancer il y a quelques jours. Donc le tracé sera nettement amélioré avec un suivi précieux et rigoureux de l'ingénieur conseil, le consultant Aegis que nous avons recruté à cet effet. Nous allons essayer de donner à nos téléspectateurs les dernières images prises sur cette route, notamment vous parlez de col, de redressement, ce qui est en train d'être fait. Colonel Ousmane Diallo et Alama Bangoura étaient là-bas il y a juste 12 heures. C'est ici, tout juste à la sortie de la ville de Sumbuya, le point zéro du gigantesque projet routier Koya-Daboula. 370 km de route à reconstruire tout en éliminant des virages pour obtenir au bout du compte 354 km de route, soit une réduction de 16 km. À Labouta, ce virage est appelé à être abandonné au profit d'une nouvelle route linéaire. Quelques mètres plus loin, cet autre virage est à redresser avec de nombreux ouvrages de franchissement. La modification du tracé par là est complète. La route était du côté droit, mais avec le nouveau tracé, nous serons de plus du côté droit. Il y a un grand ravin qui est derrière moi, comme vous voyez. À ce niveau, il y aura de grands ouvrages qui seront dressés. Il y aura des grands dallots de sections, de très grandes sections, qui peut récupérer en fait un grand débit d'eau qui sera à ce niveau. Un des points les plus critiques se situe à ce niveau, Yombokouré, surnommé la Kraya ou la route de la mort. Le cauchemar des conducteurs. Sur le tracé colonial jusqu'ici emprunté, la pente est à la fois serpentée, exiguë et raide. Ici, pas de marge pour les conduites imprudentes. Les modifications permettront d'avoir une route qui passera loin de la pente pour déboucher sur cette ouverture avec moins de courbure et des rampes qui passent de 10% à 6% pour éviter que les camions reculent en pleine montée. Pour y arriver, il aura fallu de gros remblais et déployer de gros moyens. On est en train de réduire les rayons autant qu'on peut le faire pour diminuer les dangers sur la route. Donc on a essayé de riper un peu la ligne rouge. Auparavant, comme vous le constatez, on passait par ici, qui est une zone très dangereuse, avec une pente de 8%. On a changé la ligne rouge, on a ripé de ce côté-là. Là, la nouvelle route va passer ici. Vraiment, c'est paradisiaque. Ça serait un plaisir collectif pour tous les usagers. Donc on va essayer d'enlever le double S dedans, ça va coûter beaucoup. Et effectivement, il faut le dire, hein, c'est difficile de réaliser une telle tracée en Afrique aujourd'hui. Hein. Donc c'est un grand projet, en grande envergure. Je peux dire que c'est une première fois de la sous-région qu'on a... Vous avez vu comment la nature se présente. Donc ici on a un déblai, à peu près un déblai rossé de 23 mètres. Hein. Il y a des zones où il faut dynamiter pour que au moins ça va dans l'intérêt de tous. Le challenge, c'est d'aboutir à une route aux standards internationaux, large de 10 à 14 mètres contre 6 mètres auparavant. L'emprise de la route varie désormais entre 30 et 60 mètres en fonction des agglomérations, contre 20 mètres avant le début des travaux. Une route plus large qui va évoluer et va former plus loin la contournante de l'Insan, longue de 6 km.
c'est l'autre grand aménagement avec en prime un nouveau pont. C'est un pont, comme nous le savons tous, qui est composé de 4 travées de 16 mètres et qui doit remplacer l'ancien pont qui s'était effondré que tout le monde le sait, à l'INSA. Donc l'ancien pont et le nouveau, et sur l'eau la distance fait 1 km. Et comme vous le constatez derrière moi, aujourd'hui toutes les piles sont déjà coulées, les 6 piles, et l'entreprise s'attelle à faire les 2 culées. Et la première culée, la culée d'en haut derrière moi comme vous voyez est déjà ferraillée, et la seconde aussi est en préparation. Au total, 39 ponts seront construits sur la nationale Koya Mamou Dabola. À partir de Dabola, 2 autres sociétés prennent le relais, toujours avec le même engagement pour reconstruire la route Dabola-Kouroussa et marquer la fin d'un long calvaire. À ce niveau, sur des dizaines de kilomètres, l'ancien bitume est déjà complètement dégagé. La nouvelle route sera plus élevée pour résister aux intempéries et au temps. Monsieur le ministre, vos premiers commentaires après ce sujet? Ça, c'est la vérité des travaux. C'est ce qui est en cours. On a beau expliquer, on a beau dire ce que nous sommes en train de faire. C'est toujours bien quand c'est exprimé par d'autres canaux, quand c'est vu par d'autres canaux. Et donc, je suis très content que l'on voie ce qui est en train d'être fait, la vision du chef de l'État qui est en train de se mettre en œuvre aujourd'hui. Monsieur le ministre, à voir ces images, la première question que moi je me pose, pourquoi c'est maintenant ces travaux? Alors que, voilà, on sait que la situation était là, et vous attendez, on est à la dernière année du mandat du président Alpha Condé. Est-ce que tout ça n'est pas lié à ce qu'on dit, votre volonté de montrer aux Guinéens, quand vous maintenant sur place, vous allez faire ce que vous n'avez pas réussi à faire jusqu'à maintenant? Alors, premièrement, je dirais pourquoi pas maintenant. Ça, c'est la première réponse. Pourquoi pas maintenant? Mais ce que je m'en vais expliquer là, c'est très important. Le cycle de vie d'un projet routier. D'abord, il faut l'idée de projet. Il faut une étude de faisabilité. Pour l'idée de projet, vous envoyez des techniciens sur le terrain. Au-delà de l'expression de besoins par la population que vous connaissez déjà, il faut faire tout le tracé, tout le linéaire, l'étudier, avoir d'abord les quantitatifs qu'il faut pour la réalisation de ce projet. Mais ça ne suffit pas. Il faut après faire recours à des cabinets expérimentés en la matière pour commander une étude de faisabilité. L'étude de faisabilité peut vous prendre au bas mot 1 an. Et quand vous avez un tracé de plus de 500 km, parce que là nous parlons de 500 km, plus de 500 km. Koya, Kilia, Mamou, Dabola, c'est 370 km. Vous prenez de Dabola à Sissela, c'est 68 km. De Sissela à Kouroussa, c'est 83 km. Donc nous parlons de presque 520 km de route. Actuellement, dans la sous-région, il n'y a pas un projet aussi long en termes de longueur de route à réaliser. Mais il y a 9 ans que vous êtes là. J'en viens, je vous explique. Le cycle de vie, 1 an pour faire des études de faisabilité. Et une fois que vous avez les études de faisabilité, il faut commencer à chercher un bailleur de fonds. Celui qui est prêt à mettre de l'argent, parce que nous ne parlons pas de 10 milliards de francs guinéens qui correspondent à 1 million de francs de dollars. On parle de 500 millions de dollars. C'était ma deuxième question. Qui paye ça? Qui paye? J'en viens. Je vais vous expliquer. Vous avez la chance de répondre. Ça fait plus de 500 et quelques millions de dollars. Donc, il faut rechercher le financement. Rechercher le financement, ça peut vous prendre au bas mot 1 an, dans le meilleur des cas. Et si vous trouvez, vous identifiez un bailleur de fonds ou une banque ou une institution, un pays qui veut vous prêter de l'argent ou qui veut vous financer, alors il faudrait que, à leur niveau, que ça passe au conseil d'administration. Donc si, par extraordinaire, vous arrivez que l'étude de faisabilité a été regardée, on voit que c'est une route qui peut être rentable, si vous voulez en faire une route à péage, mais si ce n'est pas une route qui doit servir normalement pour péage et que ça doit servir la population, on regarde comment ça peut impacter le développement économique du pays et comment ça peut booster la croissance dans le pays. Donc, ce bailleur de fonds ou ce pays analyse aussi à leur niveau et peut prendre 6 mois, voire 1 an avant de vous donner d'abord leur OK. Donc, entre l'idée de projet, l'étude de faisabilité
et avoir le OK validé en conseil d'administration par l'institution qui veut vous accompagner ou par le pays qui veut vous accompagner, vous avez au bas mot 2 ans, 3 ans. C'est clair. C'est incompressible. Pour ce projet, c'est parti vite quand même. J'en viens. C'est parti, ça pouvait aller encore plus vite, mais ça fait 3 ans. Après cela, il faut lancer un dossier d'appel d'offres. Et le processus pour cela, ça peut aussi prendre du temps. Donc, entre la désignation de l'entreprise adjudicataire qui doit réaliser et l'idée de projet, vous avez en moyenne 3 ans, 4 ans. Et quand vous commencez un chantier de cette envergure, vous avez pour sa réalisation pratiquement 3 ans. Donc, vous avez pour le cycle de vie d'un projet 7 ans. C'est ça la route. Et ça, c'est une vérité ici, c'est une vérité ailleurs. Ça, c'est une des Mais vous avez 9 ans. 9 ans. La première mandature, par exemple, vous prenez. Parce que c'est important. C'est pour cela que des objecteurs de conscience comme vous, nous, c'est important. Parce que il faut qu'on comprenne qu'on vient de loin, de très loin. Un pays qui n'était pas attractif, qui était endetté, surendetté, où il fallait montrer d'abord que vous êtes digne, qu'on vous fasse confiance et que vous pouvez repayer vos dettes. Donc ça, pour asseoir votre crédibilité, ça prend du temps. Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Mais pour être chef d'entreprise, il a fallu du temps. Vous n'êtes pas devenu chef d'entreprise hier. Donc il lui a fallu du temps. Donc cette crédibilité retrouvée, il a fallu 2 ou 3 ans quand même. Fini le PPT. Les gens souvent ignorent des petites choses. On pense que ce sont des petites choses. Mais c'est un sacrifice humain. Vous savez, j'aime souvent parler parce que moi je suis un amoureux du football. C'est comme quand vous êtes dans l'équipe, le numéro 6 qui fait le sale boulot, mais personne ne le voit. On ne sait pas, mais le ballon, il est partout. C'est ce qui a été fait par le président de la République. Retrouver la crédibilité en 3 ans, et après, il y a eu Ebola. Il est important qu'on sache que Ebola a encore ses séquelles. Ça fait 2 ans d'Ebola. Mais malgré cela, on a pu sortir un projet de cette dimension. Et donc, entre l'idée du projet et maintenant, naturellement, ça ne pouvait que commencer maintenant. Mais en plus de cela, moi j'ai étudié à Boston. Donc, un des grands écrivains et théologiens que j'aime beaucoup s'appelle James Clark Freeman, qui dit que le politicien, la différence entre le politicien et l'homme d'État, c'est que le premier pense à la prochaine élection, le second pense à la prochaine génération. Le président de la République pense à la prochaine génération. Génération ou élection? Génération. Parce que l'État d'abord, le principe de continuité de l'État, vous le savez bien, un gouvernement, même dans la dernière semaine, doit travailler. Dans la dernière semaine, doit travailler comme s'il est en place pour demain. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que vous, objecteurs de conseil, vous devez nous aider à cela parce que c'est une question qui est récurrente. Monsieur le ministre, et beaucoup de gens. Deuxième question, qui paye? Et ça nous coûte quoi? Ça nous coûte, c'est combien le projet? Le projet Koya Kindia Mahmoud Daboula, c'est dans le cadre de l'accord 4 qu'on a signé avec la Chine. Et ça coûte 357 millions d'euros pour Koya Kindia Mahmoud Daboula, qui est de 370, qui est ramené à 355, plus précisément 354 km, 700 mètres. Ça a été réduit. De Daboula, Sisela Kouroussa, c'est un prêt avec la Banque islamique de développement qui est évalué à environ à 150 et quelques millions de dollars. Donc le montage financier, c'est cela. Et ces institutions et ces pays n'ont pas fait confiance si on n'était pas un pays crédible. Donc sur cette route nationale, on a 2 grands bailleurs. On a 2 grands bailleurs. Je dirais bailleurs partenaires financiers. Parce que quand vous prenez l'accord cadre avec la Chine, c'est généralement des prêts concessionnels à un taux de 1%, garantis par le collatéral des royalties à rembourser au niveau des mines que les sociétés minières vont exploiter, les sociétés minières chinoises vont exploiter. Et l'autre avec la Banque islamique de développement. C'est Daboula, Sisela, Kouroussa, qui sont aussi des prêts hautement concessionnels. Monsieur le ministre, est-ce que la construction de cette route vous détourne un peu de l'autre projet, je crois, qui consistait à mettre presque sur la même voie une autoroute à péage? Non. Vous n'allez plus le faire?
Non, non, non. D'abord, premièrement, pour faire une autoroute à péage, il faut donner une alternative. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Il fallait construire cette route. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'utiliser une autoroute à péage, qu'ils aient la possibilité d'utiliser une route, parce que, in fine, ce sont les taxes que nous payons, ce sont les ressources de l'État que nous mettons à disposition pour construire cela. Nous sommes en train d'aller vers des partenariats publics-privés pour justement le développement des autoroutes à péage. Et vous savez, pour des partenariats publics-privés, il fallait d'abord que l'environnement juridique, l'arsenal juridique soit mis en place. Le président on a fait voter à l'Assemblée nationale la loi sur le PPP. Un ministère a été créé même à cet effet, parce que l'avantage aujourd'hui, comme ça se fait un peu partout dans les pays développés, dans les pays en voie de développement, les routes coûtent excessivement cher. De plus en plus, l'État se désengage par rapport aux entreprises qui exploitent, qui construisent et qui exploitent. Et l'avantage des PPP, c'est que vous avez une mutualisation des capacités dans la structuration juridique, dans la structuration financière et dans la structuration technique. Ça vous permet, l'État, de ne pas se désengager totalement, l'État d'être présent du bout en bout au niveau des études, au niveau des évaluations, au niveau de la contractualisation, au niveau du financement, aussi au niveau du contrôle pendant la construction et au niveau du suivi de l'exploitation de la route. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train d'aller vers le partenariat public-privé pour d'autres infrastructures qui sont en train d'être, pour lesquelles par exemple nous avons fait des études de faisabilité. Je prends la route du littoral, peut-être certainement on reviendra là-dessus, qui va connecter le centre urbain à cette route nationale pour que le chaînon manquant. Puisqu'on a parlé de ces modifications, c'est surtout au niveau des grandes déviations. Beaucoup d'agglomérations vont être déviées. Quel est l'impact ou quels peuvent être les avantages de ces déviations, puisque d'aucuns pensent que vous avez tué les activités économiques de ces villes déviées? Non, pas forcément. Je pense que d'abord la réduction du tracé, 370 à presque 355, c'est un avantage. C'est un coût qu'on aurait, c'était des dépenses additionnelles, c'est une économie. Et aussi, dans la culture même, notre sociologie voudrait que partout où la route passe, les gens viennent s'installer. Donc nous n'avons aucune crainte que les nouveaux tracés, les nouvelles déviations qui ont été créées, qu'après que les gens viennent s'installer encore pour créer d'autres villes autour. Mais nous veillerons cette fois-ci pour que l'État soit présent avant que la population ne vienne s'installer. Donc c'est pour cela que nous parlons des emprises au-delà de 60 mètres, surtout au niveau de ces agglomérations, pour que les gens ne viennent pas s'installer. Dans l'avenir, quand on va agrandir la route avec l'accroissement de la population, du volume du trafic, forcément on sera obligé à un moment donné d'agrandir la route. Donc nous veillerons à cela. Et c'est 9 grandes déviations, 9 grandes agglomérations qui vont subir ces déviations pour permettre une meilleure fluidité du trafic, mais aussi pour rendre le tracé encore plus droit. Et le cas de Mamou, qui est la ville Carrefour, comment c'est pas, est-ce que vous pouvez décrire un peu cette déviation Le cas de Mamou est encore, comme vous le savez, chaque tracé, il y a des études d'exécution qui sont soumises au niveau de l'ingénieur conseil, donc le consultant qui veille sur le tracé. Nous n'avons pas encore finalisé avec l'entreprise sur le tracé qui va être adopté au niveau de Mamou. Pour l'instant, les autres agglomérations telles que l'Essan, c'était plutôt facile, on pouvait dévier, mais au niveau de Mamou, nous sommes encore en discussion, tout comme la structure finale de la chaussée que nous allons adopter pour que la structure soit suffisamment rigide, suffisamment à un niveau où ça pourra supporter les gros transporteurs que nous avons sur la route. Et sur le dédommagement des riverains, oui, puisque souvent ça bloque beaucoup de travaux. Oui, absolument. Vous savez, nous avons un manuel pour l'expropriation pour cause d'utilité publique qui a été élaboré par le ministère en charge de l'habitat. Et c'est ce manuel de procédure qui nous permet aujourd'hui d'aller vers le dédommagement ou l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et à cet effet, par exemple, nous prenons le tracé où il y a le minimum de dédommagement à faire. On a déjà, comme par exemple, au niveau du Nissan, on était obligé de faire des dédommagements pour
le nouveau tracé. À Mamou, ça sera pareil. Nous avons déjà l'évaluation qui est à notre disposition et nous nous mobilisons pour chaque fois dédommager ceux qui sont dans le tracé de la route. Dans le même volet, est-ce que aussi là où la route passe, on a vu, hein, il y a pas mal, il y a un désastre environnemental, les arbres qu'on coupe. Est-ce que les sociétés qui font ces routes-là ont l'obligation de créer de nouvelles plantations? Obligatoirement. Il y a une étude d'impact social et environnemental. Des projets d'une telle envergure, vous ne les réalisez pas quand les questions environnementales ne sont pas traitées. Et à chaque fois, le ministère de l'Environnement délivre le quitus pour avancer, pour replanter souvent les arbres qui ont été coupés, ou pour s'il y a des plantations qui doivent être déplacées. Oui, ça c'est en théorie, hein. C'est le projet le font. Mais est-ce que ce projet-là, oui, il y a de nouvelles plantations qui seront créées? Partout où il y a des coupes d'arbres, les arbres sont replantés parce que c'est obligatoire. Même le bailleur, pour vous accompagner, vous êtes obligé. Vous êtes obligé. Il y a un suivi au niveau des impacts, au niveau de l'impact social et environnemental. Vous êtes obligé. Vous ne pouvez pas faire sans cela. Vous parlez de structures rigides. On a vu la qualité des travaux a toujours été le talon d'Achille de nos investissements publics. Nous allons voir avec nos équipes comment est-ce que le respect de cette qualité-là est en train d'être observé, notamment par la mobilisation logistique, mais aussi l'expertise, c'est-à-dire de ceux qui font le travail ainsi que des contrôleurs. L'exercice paraît banal, mais il est vital pour la qualité des travaux. Nous sommes dans un des laboratoires de contrôle du projet de construction de la nationale numéro 1. L'ensemble des matériaux utilisés dans la construction de la route sont minutieusement analysés ici. Le labo, c'est le pionnier du chantier, parce que tout se passe à partir d'ici. Les analyses, la production au niveau du concasseur, les travaux au niveau de la route, tout se passe à partir d'ici. Après nos analyses, on remonte les consignes, les feuilles de route pour les permettre d'évoluer dans la production. Des graviers au ferraillage, du béton à la latérite jusqu'aux poutres préfabriquées, chaque étape doit être validée par les cabinets internationaux engagés pour la garantie des travaux. Un écrasement sera fait 7 jours d'âge de ce béton et 28 jours d'âge de ce béton pour déterminer pour avoir la résistance minimale qu'on doit acquérir pour mettre ce dallo en place. Pour la production de gravier, on a un contrôle de stock, on a des essais au laboratoire qu'on fait sur le gravier produit et qui sera utilisé que ce soit dans le béton ou sur la route. Là. Selon les prévisions de l'entretien routier, environ 210 véhicules poids lourds utilisent ce tronçon chaque jour avec une évolution annuelle de 5%. Un trafic dense qui impose une route robuste. Les cabinets IGIS, Africa Engineering et le groupement TAEP assurent qu'aucune étape ne sera brûlée de la couche de sol à la couche de roulement. La température et la qualité du bitume seront particulièrement examinées. Il y aura un contrôle de ce bitume, bien sûr, à commencer avant que l'entreprise achète même le bitume. Elle doit nous donner ses caractéristiques, d'où elle apporte ce bitume, de quel pays là, parce qu'ici, presque en Afrique, on n'a pas beaucoup de pays qui produisent ce bitume. Donc dès qu'on valide ce bitume, ils peuvent l'acheter et le commander ici. Il y aura un autre contrôle du stock qui sera amené. Bien sûr, il y aura une formule d'enrobé là, qui sera approuvé par la mission de contrôle, c'est-à-dire le mélange, il est considéré les différentes composantes, la façon de mise en œuvre. Le jour de mise en œuvre là, de cet enrobé sur place, il y aura un contrôle à compter de la chaleur de production là-bas, parce qu'il y a une température minimale qu'on doit déposer. En général, c'est 160 degrés qui doit être mis sur place. C'est-à-dire, on le contrôle dès sa fourniture de la centrale d'enrobé jusqu'à la mise en œuvre sur la route. Il y a un contrôle, bien sûr. À chaque fois que les gens font
une couche de terrassement, il faut la réceptionner avant que l'autre passe. À chaque fois qu'ils doivent faire un ouvrage ou doivent creuser quelque part, il faut d'abord que nous on passe, on fait l'implantation, on procède à la réception géotechnique pour voir si le sol est bon. Et on passe on les donne la possibilité de commencer les travaux. Et quand ils atteignent un certain niveau, à chaque niveau on a fait des points d'arrêt où ils ne peuvent pas dépasser sans qu'on vienne réceptionner et contrôler. Donc comme ça nous permet de savoir à peu près comment ils évoluent et qu'est-ce qui peut se passer. Et est-ce que la qualité est bonne dans le contrôle de la qualité de la latérite à mettre en place. Il y a des contraintes de CBR, des contraintes d'indice de plasticité et de pourcentage de fine qui nous permettent de savoir à peu près si le sol est sensible à l'eau et comment est-ce qu'on ne prenne pas un sol qui est sensible à l'eau, un sol plastique, tout ça. Pour l'exécution de ce chantier, 380 Chinois, 1500 Guinéens et près de 1000 matériels lourds et autres engins roulants sont mobilisés de Koya à Dabola, sans compter le lot Dabola Sisela et Sisela Kouroussa qui emploie aussi près de 500 travailleurs. Le premier matériel pour démarrer les travaux sont déjà arrivés. D'abord, comme l'autre société CCC, il y a beaucoup de projets dans centaines de pays. Et deuxièmement, les employeurs recrutés ici, toutes les personnes sont disposées de beaucoup d'expérience. Deuxième chose, c'est on collabore avec Mission de contrôle et puis on travaille ensemble avec Mission de contrôle et puis avec le soutien de maître d'ouvrage et avec le gouvernement local et on va travailler bien. Avec un délai d'exécution de 33 mois, la construction de cette route est un soulagement pour les usagers et pourrait, par exemple, contribuer à améliorer la compétitivité du port de Conakry à travers une amélioration significative du transport inter-État. Monsieur le ministre, on voit la qualité des travaux, beaucoup de mobilisation. C'est les Chinois qui font le travail. Ils ont l'habitude souvent à dire petit argent, petit travail. Est-ce que c'est le maxi qui a été payé pour qu'on ait l'assurance de la qualité? D'abord, la mission de contrôle qui est recrutée sur appel d'offres ouvert. Et cette mission de contrôle garantit la qualité de l'ouvrage, garantit la qualité du travail fait. À commencer par la couche de fondation. Donc, quand même vous devez préparer les assises pour évacuer les végétaux, l'assise du tracé routier, évacuer les végétaux, évacuer les matériaux instables, ce que nous appelons dans notre jargon des purges, ça doit être validé à cette étape. Vous allez pour réaliser le remblai au niveau de ces assises. Quand vous devez compacter au niveau de l'épaisseur, l'épaisseur doit être vérifiée par la mission de contrôle. Ensuite, quand vous passez au moment du compactage pour avoir la bonne compacité, ça doit être aussi validé par la mission de contrôle. Et vous finissez cette étape, vous allez au niveau de la partie supérieure des terrassements que vous retraitez avec soin. Une fois que cela est fait, vérifiez d'abord la portance avant de passer à l'étape suivante. Et pour passer à cette étape suivante, il faudrait que la mission de contrôle encore valide, donc des étapes partielles. Et quand vous arrivez au niveau de la couche de base, comme nous appelons la couche de fond, donc les matériaux qui sont retenus pour la construction, donc les produits rocheux, vous devez vous assurer que ces produits rocheux ont une granulométrie élevée. Et ça aussi, ça doit être vérifié par la mission de contrôle et que c'est de bonne qualité, que c'est un choix qui a été fait. Et au moment de l'élaboration de ces produits rocheux sur la couche de forme, vous vous assurez aussi que la courbe granulométrique reste dans le fuseau. Donc à toutes les étapes, la mission de contrôle est là pour valider comme ils l'ont expliqué. Et au moment, parce que quand vous faites le compactage, les engins passent là-dessus, la pierre souffre. Et donc souvent ça se casse. Et quand vous avez ce que nous appelons des attritions qui génèrent des fils, chaque fois qu'il y a une surface spécifique assez grande, quand il y a l'eau, quand ça pénètre 1% d'eau dans le bitume, ça gâte. Donc vous devez vous assurer que vous avez... Donc rien ne sera fait à la va-vite? Absolument rien. Ces missions de contrôle sont des signatures internationales. Monsieur le ministre, le développement
ambitionnée par le président de la République ne saurait se reposer sur la reconstruction de ce dorsal. Il y a d'autres grands chantiers dans le pays dont nous allons commencer à parler maintenant avec nous, Baldé. On a suivi même à l'introduction le président qui citait la route Kindia-Télimélé-Gawal et Boké-Kébou. À quel niveau se trouvent ces routes? Sur Kindia-Télimélé-Gawal, nous avons déjà réalisé des études de faisabilité. C'est une route qui est longue de plus de 250 km, vous le savez. Ça coûte beaucoup d'argent. Et il y a assez de trafic sur cette route-là aussi. Quand on sait que Télémélé aussi, il y a plus de 6 à 7 préfectures qui prennent leur départ de Télémélé. Vous pouvez aller à Pita, vous pouvez aller à Gawa, vous pouvez aller à Fria, vous pouvez aller à Kindia. Donc à Boké, c'est une route extrêmement importante pour laquelle aujourd'hui les études de faisabilité sont finies. Nous sommes en train de voir dans la deuxième ou au plus la troisième génération des projets avec la Chine pour pouvoir commencer cette route. Parce que pour le partenariat public-privé, comme je vous l'ai expliqué tantôt, il faut qu'une fois que le partenaire que vous avez identifié, avec lequel vous êtes en train de discuter, vous devez ensemble lever le financement. Vous devez structurer le financement pour la réalisation, rendre la route bancable, si vous le voulez. Donc cette route, elle va se faire dans le temps. Pour la route Boké-Kébo, Boké-Kébo, c'est la frontière Guinée-Bissau. Donc Boké-Dabis, Kébo, ça fait 88 km. Et sur cette route, nous avons déjà bouclé le financement. Les études de faisabilité finies, le financement retrouvé avec la Banque islamique de développement et la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement, dans sa politique, investit beaucoup sur les routes interrégionales. Donc la route qui va quitter Kébo pour venir vers Dabis, qui fait environ 44 km, avec un grand ouvrage de franchissement qui va être réalisé, qui sera financé par la Banque africaine de développement. On a déjà signé tous les accords, le prêt est déjà obtenu, c'est déjà passé à l'Assemblée nationale et aujourd'hui nous sommes en train d'envoyer le plan de passation de marché pour que nous puissions lancer le dossier d'appel d'offres pour la partie Dabis qui va à Kébo. Maintenant de Dabis pour Boké, donc l'autre tronçon aussi où il y a le pont sur le fleuve Gomon, ça aussi c'est financé. On a eu l'accord de financement au mois de décembre dernier. On avait déjà eu l'accord verbal depuis un an de la Banque islamique de développement. C'est pour ça que je vous expliquais tantôt que le processus prend du temps entre l'approbation et le dossier qui passe au conseil d'administration. Donc ce n'est que le mois de décembre dernier que c'est passé au conseil d'administration. Nous avons eu la notification finale de la Banque islamique de développement de prendre en charge le financement pour Dabis à Boké. Donc ce financement est totalement bouclé et d'ici le mois d'avril prochain, tous les dossiers d'appel d'offres pour le recrutement de l'entreprise, pour le recrutement de l'ingénieur conseil, donc du consultant ou de la mission de contrôle, et aussi les appels d'offres pour l'acquisition de certains biens qui vont être... Le ministre Télémélé va attendre un peu pour être lié à Kindia. D'ici juin, d'ici octobre. Nous allons continuer la réhabilitation. Vous savez que sur la route Télémélé, par exemple, avec le grand projet Swapiti, il y a eu des anormements d'une partie de la route. De grands ouvrages ont été réalisés. Le dernier que nous avons inauguré avec le chef de l'État et le Premier ministre, Dr Kassoulou Fofana, tout récemment, il y a une semaine à peine, c'est le troisième pont le plus long de la Guinée, mais c'est le pont le plus haut de la Guinée, plus de 373 mètres. Et le second pont, 144 mètres. Donc 2 ponts ont été réalisés sur déjà ce tracé-là. La route Koya-Pamalap, comme vous l'avez dit, je crois qu'elle est financée aussi par la BAD. La Banque africaine de développement et l'Union européenne. Et l'Union européenne. Là, Monsieur le ministre, ça a pris assez de temps cette route. Il y a eu assez de trucs, ça va en dents de scie, je ne sais pas à quel niveau on est maintenant. Il y a trop d'annonces autour de cette route. Oui, d'abord, il faut qu'on comprenne que la volonté du président de la République, d'abord, c'était de privilégier les entreprises locales sur la réalisation de ce projet. Parce que le financement était déjà obtenu, a toujours été obtenu au niveau de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. Le tronçon a été divisé en deux, donc pour permettre justement que les entreprises guinéennes puissent compétir. Donc on a fait un premier lot
entre Koya et Koulété, et le deuxième après le pont de Koulété jusqu'à Farmouria en passant par Forêt-Caria. Donc ça fait environ 75 km. Donc, et comme dans l'accord de financement, on n'avait pas mis la préférence nationale, la Banque africaine de développement nous a opposé un net que c'est un appel d'offres ouvert, les entreprises qui vont compétir, et c'est à elles, celle qui sera la moins disante ou les moins disantes, c'est à elles qu'on va attribuer. Donc c'est ainsi que nous avons procédé avec l'ouverture des plis, et aujourd'hui les entreprises sont recrutées, elles sont mobilisées. Les missions de contrôle aussi, chaque fois que vous recrutez, toutes les étapes doivent faire l'objet d'un avis de non-objection. Il y a un groupement sur le premier lot, Enanchin Bejek, qui a obtenu le premier lot, donc qui est sur Koya Koulété, et le second a été obtenu par une entreprise CGC qui a déjà réalisé beaucoup de routes déjà en Guinée en fonction de leur expérience. Mais les entreprises sont déjà mobilisées sur le terrain. Elles ont déjà conçu leur base vie. Parce que pour que le travail, le chantier proprement dit soit lancé, il faut construire des bases vie. Après que vous ayez conçu des bases vie, il faut construire des centrales de concassage. Après les centrales de concassage, c'est très regardez par rapport à la route nationale numéro 1, on parlait déjà de la route de Forêt-Caria, bien avant ça. Attends, je vous ai expliqué tantôt que notre volonté, c'était de faire la promotion des entreprises locales. À date, il n'y a qu'une seule chose, et je pense que la semaine prochaine, les choses vont démarrer. Les entreprises qui sont sur place, c'est elles qui maintiennent déjà, qui entretiennent déjà cette route-là, même en période de pluie, et maintenant, c'est elles qui ont entretenu pour rendre la route carrossable, circulable, même si c'est difficile. Mais les missions de contrôle, les missions de contrôle, on a déjà eu l'avis technique sur le volet technique, sur le volet financier, on l'aura dans les jours à venir. Mais je peux vous rassurer que ce n'est qu'une affaire de quelques semaines, quelques jours ou quelques semaines pour que le chantier démarre au même rythme que Koya, Kindia, Mamou, Dabola. Parce que ce qu'il faut craindre, c'est si les financements ne sont pas obtenus. Ce qu'il faut craindre, c'est si les entreprises ne sont pas mobilisées. Ce qu'il faut craindre, c'est si tout ce qui concourt au démarrage effectif du travail, que cela ne soit pas fait. Je comprends l'impatience, c'est tout à fait justifié, parce que les populations en demandent. Quand vous allez au niveau de la frontière de Sierra Leone, les gens veulent, ils voient que la route elle est bonne, et on se dit, mais à quand? Mais je peux vous rassurer ici solennellement que le chantier démarrera dans les jours à venir. Il y a d'autres chantiers aussi ouverts sur le terrain. Nous avons la route Kankan-Mandiana, financée par le budget national et qui connaît aussi, qui accuse beaucoup de retard dans son exécution. Oui. Il y a Badala, Gekedou et Gekedou-Kondebadou. Nous sommes à quel niveau dans l'évolution de ces travaux? Badala, Gekedou, donc Badala, pour ceux qui ne savent pas, c'est à partir du PK 63 de Kissidou, donc du kilomètre 53 ou 63 de Kissidou, à Gekedou. Ça fait 18 km. C'est un financement de la Banque islamique de développement. Ça fait partie du 3e lot sur Dabola, si c'est là pour ça. Le financement est obtenu. L'entreprise travaille déjà. Donc il y a un groupement, c'est un groupement maroc-tunisien et Guicopress qui se trouve sur ce chantier. Ils sont là-dessus, ils sont en train de travailler. Sur Gekedou, Kondebadou, qui fait 35 km aussi, c'est un financement du Fonds coïtien et de l'OFID. Le chantier aussi est en cours. Ceux qui vont en forêt savent que les travaux sont en cours. Je ne sais pas si M. Traoré va souvent en forêt ou M. Balde va souvent en forêt. Mais ce tracé, si vous allez aujourd'hui, vous trouverez que c'est au même rythme, que la même cadence que Koya, Kindia, Mamou jusqu'à Kouroussa. Mais la forêt restera toujours enclavée si rien n'est fait entre Mamou et Farana. Cette route est... Bon, ça, c'est une route à réhabiliter. Par exemple, dans le cadre de la programmation pour cette année, nous avons inscrit... Oui, à réhabiliter, parce que c'est une route qui est longue de 185 km. Nous n'avons pas encore mobilisé les ressources pour faire Mamou-Farana. Ça sera une autre démarche. Les études existent, mais nous allons lancer très prochainement. J'espère que ça ne sera pas la réhabilitation qu'a connue la route Dabola-Kouroussa. Bon, Dabola Kouroussa, attention, il y a pour ceux qui ne sont pas du domaine, une route, quand elle est réhabilitée,
c'est pour un temps bien donné, parce que vous ne touchez pas à la structure de la fondation, vous ne touchez pas à la structure de la base. Donc vous réhabilitez, et à chaque fois, il faut qu'il y ait un entretien courant là-dessus. Et si vous faites une saison, vous ne venez pas, c'est comme si vous n'avez pas travaillé. La route, à chaque fois, vous êtes obligé de revenir là-dessus. Vous prenez n'importe quel... Quelle sera la nature de la réhabilitation là, que vous allez donner à Mamou Farana? Mamou Farana, un entretien mécanisé lourd pour vraiment emboucher les nids de poules, pour permettre à ce que la route puisse être plus circulable. Nous avons des remontées à chaque fois que les gens vont en forêt. Ils disent que Mamou Farana, si nous n'intervenons pas maintenant, la route sera coupée pour la saison des pluies. Je peux vous rassurer que le président de la République a donné des instructions, le Premier ministre a donné des instructions pour que cette route-là connaisse une réhabilitation avant la saison des pluies. Et elle va commencer. Et sur Kankan-Mandiana, est-ce que les négociations ont pu obtenir quelque chose? Bon, on a signé un partenariat public-privé toujours avec une entreprise militaire qui doit réaliser les 83 km de Kankan à Mandiana. Et l'entente que nous avons eue, c'est que l'entreprise finance, et chaque fois qu'elle arrive à un point donné, les décomptes sont envoyés au niveau du ministère et que nous envoyons au niveau du ministère des Finances, certifiés nationalement par la mission de contrôle, et nous émettons des titres. Et il faut savoir que quand on fait des titres aussi, c'est une dette. Il faudrait qu'au niveau du service de dette, que l'on ait suffisamment de possibilités pour pouvoir octroyer ou délivrer des titres. C'est pour cela que ça connaît un peu de retard, parce que c'est financé sur le budget national de développement. Il y a beaucoup de priorités au niveau de la santé, au niveau de l'armée, au niveau de l'éducation, au niveau d'autres domaines qui ont besoin aussi de ressources du budget qui n'est pas si élevé de l'État. Mais en 1998, le chef de l'État avait annoncé pratiquement que c'est la belle saison qui commençait pour nos routes. Donc ça veut dire que la facilité de décrocher des investissements... Monsieur Camara, vous avez présentement plus de 800 km de routes en construction. Pas annoncé, 800 km de routes en construction. Attention, c'est énorme. Donc la volonté est manifestée par la vérité des travaux. Ça, c'est très clair. Le financement de ces routes par le BND, le budget national de développement, et les entreprises locales se plaignent souvent quand c'est financé par le BND, elles n'entrent pas rapidement dans le fonds. C'est ce qui fait aussi retarder les travaux. Pourquoi? Et elles disent que si c'est des entreprises étrangères, elles gagnent beaucoup plus facilement leur financement. L'exemple, ce sont ces travaux d'urgence, par exemple, je crois que c'était 400 milliards et tout, où ils ont été lésés entre eux. Oui, bon, entre autres, il y a toujours des plaintes que vous recevez, hein, mais quand vous vous asseyez, vous invitez les entreprises, parce que nous avons reçu cette plainte-là aussi, nous avons convié les entreprises, nous avons sorti les tableaux entre les entreprises locales, dites locales, et les entreprises étrangères. Quand nous faisons la part des choses, les entreprises étrangères sont plus endettées que nos entreprises locales. Nos entreprises locales reçoivent le paiement plus que d'autres entreprises étrangères qui sont sur le terrain. Et ce qui est vrai aussi, c'est que les ressources sont mises à disposition au fur et à mesure que l'État a des recettes. S'il y a des troubles dans le pays, s'il y a des manifestations, naturellement, les recettes au niveau de l'État baissent. Donc, ce qui impacte généralement les projets financés par le budget national de développement. Mais je peux vous rassurer que les fonds que nous recevons, par exemple les 400 milliards, que non seulement la route, la contrepartie que la Guinée devait payer pour une partie des pourcentages de 15% sur Koya-Kinia Mahmoud Daboula a connu un paiement, que les entreprises locales ont eu des paiements dans cela, et les entreprises étrangères aussi qui ont participé aux travaux d'urgence ont eu des paiements. C'est clair. Parmi les plaintes, il y a effectivement l'attribution des marchés. Vous parlez souvent d'appels d'offres, mais la publication fait défaut. Les gens ne sont pas suffisamment bien informés et les critiques qu'on vous fait, vous personnellement, Monsieur le ministre, c'est au niveau de cette attribution des marchés. Comment ça s'est géré? C'est une bonne question, parce que souvent on tend toujours à personnaliser. Ça a toujours été cela. Mais ce que je peux vous expliquer, c'est que le code des marchés publics est très clair. La règle, c'est les appels d'offres ouverts. L'exception, c'est l'entente directe
c'est l'appel d'offres restreint. Et dans ces deux cas, vous avez besoin d'une dérogation, d'une autorisation du ministre de l'économie et des finances. Donc, vous n'êtes pas vous seul, vous vous asseyez, vous dites qu'il y a ceci. Et quand cela est fait, une fois que le dossier d'appel d'offres est constitué, donc avec les prescriptions techniques et particulières, avec tout ce qui doit être dans le dossier d'appel d'offres, vous envoyez au niveau des marchés publics, au niveau de la CGP pour l'avis de non-objection. Une fois que cela est fait, les entreprises soumissionnaires sont invitées. Donc, le processus est tellement clair et la commission d'évaluation, vous avez 3 personnes qui viennent du marché public, vous avez 2 personnes qui viennent d'autorités contractantes qui évaluent les offres qui sont présentées avant l'attribution et en ce moment on délivre un avis de non-objection ou plutôt une notification provisoire avant de passer à la signature du contrat qui est signé par l'entreprise, signé par le ministre des Travaux publics, signé par les grands projets signés par le ministre des Finances. Donc c'est une utopie de penser que le ministre peut, à lui seul, donner à nous un contrat. C'est impossible. Il y a tout un processus qui encadre l'obtention d'un contrat. C'est ça la réalité. Oui, monsieur le ministre, si c'est comme ça, quel pouvoir de contrôle, de coercition vous avez sur ces entreprises-là qui gagnent des contrats? Je rappelle, votre prédécesseur, ou la dame qui était là bien avant vous, se plaignait souvent de ça. Elle tombe sur des entreprises qui on a donné ailleurs des contrats. Vous, quel contrôle vous avez sur ces entreprises? C'est les missions de contrôle qui garantissent la qualité de l'ouvrage, des choses qui sont à réaliser. Et le dossier d'appel d'offres, le contrat est très clair là-dessus. Les articles qui concourent à l'annulation d'un contrat, tout est bien encadré par les missions de contrôle là sont sous votre autorité. Voilà la chose. Les missions de contrôle sont des maîtres d'œuvre publics délégués, donc qui relèvent des grands projets. Le grand projet qui est le maître d'œuvre public. Le ministère en charge, l'autorité contractante est le maître d'ouvrage. Donc ce qui fait que la mission de contrôle qui est recrutée n'est pas sous ordre du ministère des Travaux publics, parce que s'ils sont sous ordre, ça ne marchera pas. Donc c'est le maître d'œuvre public délégué sur le terrain qui dit que le travail n'a pas été fait. Il y a par exemple des entreprises comme OAS qu'on a pratiquement banni pour avoir des projets au niveau du ministère depuis que je suis arrivé. Parce qu'il y a des chantiers qui n'ont pas été finis, il y a des chantiers qui ne sont pas terminés et la volonté n'est pas là pour continuer. Donc je pense que... Donc vous avez le pouvoir d'arrêter un chantier? Quand le contrat n'est pas suivi, naturellement, nous écrivons parce que la mission de contrôle déjà nous recommande, il y a un PV de situation qui est fait pour dénoncer tel manquement au contrat. Et si cela s'avère, il y a des procédures pour aller vers l'annulation d'un contrat. Tout est encadré par la loi. Monsieur le ministre, parlons à présent des ponts. Il y a une année, c'était le syndrome. Mais depuis l'année dernière, je pense qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont maintenant dans les ponts. On reprend nos ponts. Est-ce que la tendance va se poursuivre? Oui, la tendance va se poursuivre. Il faut dire que l'année 2018, quand j'ai pris fonction, on a connu, on dirait... une entrée difficile. Je ne dirais pas difficile, mais intéressante. Il y a eu une période où il y avait beaucoup de ponts qui s'écroulaient. Nous avons, avec nos partenaires de l'Union européenne, nous avons commis une étude d'auscultation de tous les ouvrages de franchissement, toute l'étendue du territoire. Ils ont fait plus d'1 mois pour parcourir le réseau routier, pour voir les ponts qui étaient en situation de fatigue que nous avons relevés. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller au fur et à mesure. Par exemple, si vous prenez la route Koya-Kindia-Mamou jusqu'à Kouroussa, vous avez plus de 39 ouvrages de franchissement qui vont être totalement reconstruits. Vous avez le pont de la Sumba qui est vers Dubreka, qui est en reconstruction déjà. Nous avons déjà passé le contrat pour le pont de Tanene, qui doit être reconstruit parce que c'est un pont qui est fatigué. C'est des ponts cinquantenaires qui ont dépassé la cinquantaine, voire même 60 ans, 70 ans. Donc des ponts qui sont en reconstruction aujourd'hui. Mais nous avons pris la précaution aussi d'avoir avec la coopération française, d'avoir des ponts secours. Nous avons présentement 5 ponts secours stationnés à Mamou. Au cas où il y aura des problèmes, ce sont des ponts qui font environ 30 mètres. Alors, nous avons 5 ponts présentement là-bas à Mamou, stationnés. Quand il y a un problème, tout de suite, nous pouvons
déplacer le pont Sipou pour aller l'installer. Les ponts coûtent très cher, donc au fur et à mesure qu'il y a des ressources disponibles, nous reconstruisons, mais comme il y a assez de routes qui sont en construction aujourd'hui, ça fait que beaucoup d'ouvrages de franchissement vont être réalisés. Quand vous prenez par exemple Kankan-Mandiana, il y a 3 ponts sur cette route-là qui vont être réalisés. Vous prenez sur Koya jusqu'à Farmouria, il y a 2 grands ponts de franchissement, 2 grands ponts d'ouvrage qui vont être réalisés aussi. Donc, au fur et à mesure que les routes sont en train d'être construites, les nouveaux ponts au niveau des routes nationales vont aussi connaître... il y a le pont de Sankarani qui est beaucoup attendu. Oui, le pont de Sankarani, c'est vrai que c'est un pont qui a fait... pour lequel un premier appel d'offres a été rendu infructueux. Donc il fallait reprendre le processus encore. Donc cette fois-ci, nous avons repris le processus. C'est l'entreprise qui a réalisé le pont de Koussi, le financement Badea, qui va réaliser le pont de Sankarani. À propos de ce pont, le pont de Sankarani, vous, monsieur le ministre, on vous a accusé d'avoir favorisé une entreprise étrangère au détriment d'une entreprise guinéenne pour réaliser ce pont. Vous savez, dans notre fonction, on est toujours accusé, mais bon, sans preuve réelle. Pour la petite histoire, pour le pont de Sankarani, il y a eu un appel d'offres ouvert où les entreprises ont soumissionné et il y a eu une évaluation sur l'offre technique, sur l'offre financière. Sur l'offre technique, l'entreprise qui a été adjudicataire est venue première. La seconde, c'était une entreprise locale, Guitel, qui est venue deuxième. Il y a une troisième entreprise qui a été classée troisième. Sur l'offre financière, il y a une entreprise tunisienne qui a été première. Tunisienne ou marocaine qui était première avec 67 milliards. L'entreprise Guitel est venue deuxième avec 74 milliards. Et l'entreprise qui a été première sur le plan technique est venue troisième avec 77 milliards, donc avec un écart de 3 milliards. Et donc, comme la commission d'évaluation a évalué, a fait son travail et a indiqué l'entreprise CGC comme la mieux disante, pas la moins disante, mais la mieux disante, qui pouvait réaliser ce tronçon. Donc, c'est plutôt cet ouvrage de franchissement. C'est comme ça que nous avons attribué à l'entreprise CGC pour la réalisation. Nous sommes dans une phase d'intégration sous-régionale. Il y a le corridor Abidjan-Lagos et la Guinée compte aujourd'hui beaucoup de chaînons manquants, surtout au niveau de la zone spéciale de Boké qui est érigée maintenant en zone économique. Est-ce qu'il y a des perspectives heureuses pour cette zone? Nous avons fait plusieurs réunions au niveau de la CEDEAO, justement pour le financement de ce corridor-là qui va jusqu'à Lagos. Je rappelle que la route Koya-Kindia-Farmouria fait partie de ce chaînon-là et des perspectives, parce que pour réaliser un tel tracé, il faut assez de levée de fonds. Donc les négociations sont en cours. Chaque année, au moins 3-4 fois, nos directeurs du bureau de stratégie et de développement se rendent à Dakar ou à Abidjan pour continuer la discussion, pour voir comment les fonds peuvent être mobilisés pour que ce corridor connaisse un début d'exécution. Mais le financement aussi du corridor d'Abis à Kebo fait partie justement de cette grande vision et financé par la Banque africaine de développement. Donc nous sommes là-dessus avec nos partenaires pour voir à chaque fois comment mobiliser des ressources pour ces différentes routes. Monsieur le ministre, on va revenir à Conakry pour parler peut-être de transversal, d'échangeurs, mais aussi beaucoup de... Mais bien avant ça, nous allons marquer un arrêt sur ce projet aujourd'hui qui est admiré de tout le monde. Les premiers sont les usagers, c'est le projet Koya, Mamou, Dabola jusqu'à Kouroussa. On va suivre la réaction des usagers. Parce que kirana na alhalan hamma ande di hutu nya yoba dangema asida munaba me hasibo khagel me tambe ino mi yerdi han iwama sibo fi dana isuna c'est muy soto yi wali na kam foloke ala ha ko ti fi manga sayma ya rasulullah formera yin ko ya khalen kan da muna hamma an ko ya khalen kan da muna hamma halon ko birim fatu men ko di tantina
Bon, il y a l'enfant qui n'a rien. Tina, mon gars, alhamdulillah, hali on s'en a gaburi qui. Mon gars, l'enfant n'a sama bende. Ah, waliti ke modi moƴƴa fiyon ɗum e hari jamma buyno jooɗi ka nder quartier ko defugol ataya bon joni si weeti 6h à 6h meɗen ga o yon programme min waɗa premier poste ñalorma on deuxiéme poste jamma woɓɓe kadi ara par ce que jamma o no ɗuuɗi fiyon programme ɗon no walliti men moƴƴa woɓɓe si ari golli ara ɓe ano fowti ñalorma ɓe kadi arda kikiɗe ɓe son famille donc haray no walliti men on programme ɗon moƴƴa kadi. Bon, ici la route c'est la bien fait, il y a pas de problème. On ne va même pas se presser vite. Parce que tu vas quitter à Conakry le matin, tu vas te coucher vers ici, il n'y a pas de problème. Tu as vu? Mais si tu vois que le chauffeur ne dort même pas, c'est par rapport à cette route-là. Parce que tu veux rentrer vite à Mamou. Bon, si tu prends beaucoup de temps ici, tu ne vas pas rentrer là-bas. La route n'est pas bonne. Mais si la route est bonne, comment tu vas faire? Il faut dormir d'abord, bien s'astifier avant de bouger. Ou bien. Donc, quand tu vas te soulager avec beaucoup de choses là. Le matin, tu te réveilles, tu fais ta petite toilette, maintenant tu commences à aller, il n'y a pas de problème. Partout où tu veux aller maintenant, tu peux atteindre. Monsieur le ministre, est-ce que les usagers de Conakry peuvent espérer avoir dans quelques mois, dans une année, les mêmes réactions, les mêmes sentiments, éviter les bouchons, pouvoir circuler? Je pense que ça a déjà commencé. Peut-être que vous n'avez pas encore interrogé les usagers, mais le travail se fait au quotidien. Il y a, au-delà du projet sur lequel certainement nous allons revenir, le projet chinois de Conakry, il y a aujourd'hui la réflexion de tous les carrefours, la plupart des grands giratoires que nous avons entamés, qui ont déjà commencé, presque connus, qui sont en phase à peu près à 60% d'exécution. Vous avez le carrefour de Kisoso, le carrefour qui n'a pas encore commencé, mais Anta, Lansana Barrage, kilomètre 36, Sangoya, Anko 5 et Koza. Donc tous ces giratoires sont en train de connaître aujourd'hui des réflexions pour permettre de fluidifier le trafic. Là, on renforce l'acquis. On renforce l'acquis. Ben, c'est ce qui est important pour les questions de route. Oui, si vous ne renforcez pas l'acquis, aujourd'hui, il y a beaucoup de véhicules sur nos routes. Vous avez vu, ça ne va pas régler le problème de bouchons qu'on a créé. Ah non, attention, les sources d'embouteillage d'abord, au-delà de l'indiscipline que nous connaissons tous et l'emprise qui est occupée par les riverains, vous le savez aussi. Au-delà de tout cela, il y a, c'est vrai, des nids de poules, par-ci, par-là, mais les carrefours, les giratoires représentaient vraiment un autre nœud, je dirais même un nœud gordien. C'était très difficile parce qu'au niveau de ces carrefours, quand vous venez, c'est plus de 30 à 40 minutes que vous passez. Parce que tout simplement, la structure qui existait ne tenait plus. Donc c'est pour cela que vous verrez qu'au niveau de chaque giratoire, nous sommes en train de remplacer par du béton armé, comme ce qu'on a à Matoto. Vous vous souviendrez que Matoto, chaque année, on revenait là-dessus, chaque année, on revenait. Depuis que ça a été remplacé en béton armé, du ciment, on n'a plus de problème à Matoto. Et donc, vous avez une vie, peut-être une durée de vie de plus de 20 ans, pour Matoto, 20-25 ans. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à Sangoya. Une première partie a été faite. C'est ce qui a été fait à Anta, parce que Anta, c'était toujours, ça a été repris plusieurs fois. Donc il a fallu reprendre. Avec les mêmes entreprises? Pas avec les mêmes entreprises, avec des entreprises différentes qui ont réalisé Anta. Donc maintenant, on a changé complètement. Au lieu de mettre du bébé, du bitume, nous remplaçons par du béton armé, parce que tout simplement, avec le stationnement des véhicules, c'est les effets de cisaillement des gros véhicules. Quand les gros véhicules, les gros porteurs viennent, s'arrêtent, ils repartent, il y a une force centrifuge qui s'exerce sur la chaussée, et donc du coup, vous avez des faïencements qu'on observe au niveau de ces giratoires. C'est pour cela que les giratoires cèdent plus facilement que quand vous avez une grande portée. Pour illustrer cela, quand vous prenez par exemple la route de Prince, généralement quand c'est une grande section, ça va vite parce que les véhicules ne stationnent pas, ne s'arrêtent pas. Mais quand vous arrivez au niveau des giratoires, les véhicules s'arrêtent, après repartent, s'arrêtent, repartent, après ils tournent. Le simple fait de tourner, c'est les effets de cisaillement du gros porteur qui agissent sur la chaussée qui est construite là-bas. Donc si vous n'avez pas une structure qui soit adaptée avec les poids lourds que nous avons, vous remplacez par du bitume aujourd'hui,
Demain, vous aurez, un an après, vous reviendrez là-dessus, on dira que vous n'avez pas bien travaillé, alors que tout simplement, les effets de cisaillement font que le giratoire ne pouvait pas tenir, les remontées capillaires au niveau de ces giratoires, donc les eaux usées qui viennent, et aussi le simple fait que la structure ne soit plus adaptée à ça. Vous voulez très bien travailler. Et justement, monsieur le ministre, le problème à ce niveau, vous venez de le dire, vous parlez d'eaux usées, c'est justement l'entretien au niveau surtout des routes de Conakry. Ça pose vraiment problème parce que ça ne donne pas une durée de vie à nos routes. Qu'est-ce que vous faites? La plupart du temps, on a commencé, on n'a jamais terminé de mettre les ouvrages d'assainissement et tout sur les routes de Conakry. D'abord, ce sont des anciennes routes, faut le dire, qui ont été conçues pour des gabarits de véhicules bien donnés. Aujourd'hui, on a des véhicules qui font des gabarits encore plus importants que ceux qu'on avait il y a 20 ans, 25 ans. Le nombre de véhicules qui circulent aujourd'hui est beaucoup plus important que ceux qui roulaient avant. Parce que quand vous faites une route, c'est les deux paramètres fondamentalement que vous prenez. Le nombre de véhicules qui passent et les gabarits des véhicules. Donc nos routes dans la capitale ne sont plus adaptées au trafic actuel. Et aussi les constructions anarchiques que nous avons partout à Conakry aujourd'hui, les gens qui construisent sur des exutoires, là où l'eau doit passer pour aller vers la mer, les gens viennent, ils bloquent la route. Et vous avez souvent des gens qui font des constructions dans des agglomérations où ils carrément ferment le passage de l'eau. Donc ce qui fait que l'eau qui ne trouve pas son chemin remonte. Et aussi les caniveaux qui ne sont pas couverts deviennent des dépotoirs. Les gens viennent, jettent les ordures là-dessus. Vous avez beau curer, chaque année nous curons, et chaque fois vous curez, on revient, on remet encore. Donc le programme d'urgence que nous avons fait l'année dernière a fermé plus d'une vingtaine de kilomètres de caniveaux sur Conakry. Nous avons réparé. Il était difficile de quitter l'aéroport pour aller à Matoto et de prendre la corniche qui va jusqu'à Kisoso. C'était pratiquement impossible. Ça a été fait l'année dernière. Aujourd'hui, vous pouvez aller facilement en empruntant la déviation comment on appelle ça encore, la mairie de Matoto. Vous pouvez passer plus aisément et jusqu'à Matoto, vous pouvez y aller. Donc, quand on va réparer ce qui est en cours aujourd'hui, l'autre côté de la route au niveau des giratoires, je pense que la circulation sera encore plus fluide et nous allons continuer à sensibiliser pour que les gens ne fassent pas des constructions anarchiques et quand il le faut aussi avec le ministère de l'Habitat, sanctionner. Je voulais, comme nous parlons de Conakry, je voulais aussi un peu que vous nous parliez de la sempiternelle route de Symphonie à Kagbélé qui ne finit jamais. Oui. Il y a des années, je crois que c'est encore arrêté. Nous avons interpellé l'entreprise qui nous a donné encore des garanties qui vont redémarrer le chantier. Et je peux vous rassurer que c'est un chantier qui nous tient à cœur et chaque fois nous interpellons l'entreprise pour la réalisation de cette route-là. Il faut dire que de Symphonie à Kagbélem, la couche de fondation est totalement terminée. La couche de base est terminée. Quand je parle de couche de fondation, c'est plus de 30 cm qu'on ne voit pas à l'œil nu. La couche de base qui peut être jusqu'à 20 cm avec les produits rocheux, c'est déjà terminé. Ce qui reste à faire sur cette route, c'est la couche de roulement, la couche de revêtement de 7 cm. Donc nous avons mis la pression sur l'entreprise qui a encore pris des engagements. Une fois, parce qu'il y avait, je pense que c'est leur centrale d'enrobé qui était en panne, qui a été réparée tout récemment. Je pense que dans la semaine, ils nous ont promis qu'ils vont relancer les travaux. Les parties qui ont été abîmées vont être réparées et ensuite mettre le bitume là-dessus. Dans les temps, le ministère des Travaux publics avait annoncé un projet intéressant, ça répond au souci des camarades, qui allait au moins soulager les populations de 3 communes, Kaloum, Matam et Dixine. C'était ces projets de reconstruction de la voirie de ces 3 communes. Quand vous prenez du pont 8 novembre à Belvédère, l'autoroute qui est en construction, c'est ce programme-là qui a démarré. Vous avez aussi de T3 à T5, la route qui se trouve entre la route de Prince et l'autoroute. Cette route aussi, qui fait plus de
je pense 5 à 6 km, est aussi en construction dans le cadre de ce projet. Il y a aussi des échangeurs qui sont prévus dans le cadre de ce projet, notamment l'échangeur de Kagbele et l'échangeur du kilomètre 36. L'échangeur de Kagbele démarrera au mois de mars. Les études de APS ont déjà été validées par nous-mêmes, le maître d'ouvrage. Nous avons déjà validé, la mission de contrôle est déjà aussi d'accord là-dessus. Donc l'ouvrage, l'échangeur de Kagbele démarrera au mois de mars prochain, pour justement pouvoir prendre en compte tous les trafics qui viennent à ce carrefour. L'ouvrage l'échangeur au niveau du kilomètre 36 démarrera une année après, parce que nous voulons au niveau du kilomètre 36, la nouvelle route du littoral qui viendra, pour qu'elle puisse venir se connecter à ce grand échangeur du kilomètre 36. Donc au-delà du trafic qui va sur l'autoroute, le trafic qui viendra pour aller sur Kagbele à partir du kilomètre 36, il y a l'autre route du littoral qu'on va faire et qui va passer au niveau du kilomètre 36 pour aller se déverser sur les autres tronçons. Mais pendant ce temps, le ministère de la ville parle de la construction ou de la reconstruction de la voirie de Kaloum. Je ne sais pas s'il n'y a pas conflit de compétences. Non, bon, en fait, il y a un projet marocain qui concerne un certain nombre de routes. Principalement le boulevard Télé Diallo, le boulevard du commerce et la route qui mène sur l'aéroport et l'avenue de la République. C'est tout simplement ce anneau-là qui va être réalisé dans le cadre de ce projet. L'accord avait été obtenu avec le Maroc, je n'étais pas encore en fonction, c'était en 2016-2017. Bon, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais c'est le ministère en charge de l'habitat qui sera le maître d'ouvrage dans le cadre de cela. Nous travaillons en partenariat. Tout ce qui concerne la réalisation des ouvrages liés à la structure de la chaussée, le ministère des Travaux publics va être là pour valider toutes les structures de chaussée concernant cette route. Sur Bambeto, le Premier ministre avait annoncé un échangeur, je ne sais pas où on en est. Et deuxièmement, je ne comprends pas, parce que comme il le dit, la route Symphonie à Kagbele, ça démarre, ça s'arrête. C'est un peu ce qu'on constate aussi au niveau des voiries urbaines à l'intérieur du pays. Par exemple, pour Télimélé, ça commence, ça s'arrête. Et souvent, ça amène les populations à penser que c'est à chaque fois qu'il y a une élection, on vient mettre quelques couches et puis ça s'arrête là. La volonté du chef de l'État, professeur Alpha Condé, de doter nos différentes villes de routes, elle est manifeste. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 km de voirie urbaine. 2000 km. Donc il n'y a pas de calcul politique. Il ne peut pas y avoir de calcul politique pour l'amélioration du cadre de vie des Guinéens. C'est dans son projet de société. C'est ce qu'il a promis aux Guinéens, d'améliorer leurs conditions de vie. En revenant par exemple à Télémélé, il faudrait préciser que nous sommes quand même à plus de 85% de réalisation. Depuis 2015. Vous savez, il y a des tronçons, il y a des projets qui peuvent durer 10 ans. Je dis bien 10 ans, quand il s'agit des infrastructures routières. Parce que ce qui est fait, par exemple à Télémélé, nous n'avons pas autant de trafic que cela. La route qui est faite, elle peut durer 30 ans, comme ça. Donc, c'est vrai que ça a pris plus de temps que nous avions prévu, mais ça sera fait et ça sera terminé. Mais qu'est-ce qui fait le retard souvent? C'est financé par le budget national de développement. C'est clair. Et ce n'est pas le cas à l'échangeur de Bambeto? L'échangeur de Bambeto, il n'y a pas de retard dans le cas de l'échangeur de Bambeto. Alors, pour l'échangeur de Bambeto, pour faire un petit rappel, parce que c'est très important, nous avons nous avons fait une étude sur Amdalaï, Bambeto, Koza et Encore 5. L'étude a été réalisée par Louis Berger, qui nous a accompagnés dans l'étude. Nous avons fait des démarches au niveau des bailleurs de fonds pour voir qui peut s'engager pour la réalisation, parce que c'est un seul projet. Donc le fonds Coïtien s'est engagé pour l'échangeur de Amdalaï, le fonds d'Abu Dhabi s'est engagé pour l'échangeur de Bambeto, et on n'avait pas encore trouvé de bailleurs de fonds pour l'échangeur de Koza et de Encore 5. Alors, comme je vous l'ai dit, quand vous avez l'accord verbal d'une institution, il faudrait que ça passe par le conseil d'administration pour la validation finale. C'est ce que nous attendons pour le cas d'Abu Dhabi. Et comme ça prend du temps, nous avons demandé à revoir
le contrat que nous avons signé avec le fonds cohésien pour que nous fassions en priorité l'échangeur de Bambeto. Donc le fonds de 27 millions de dollars qu'on a mobilisé pour le fonds cohésien va servir pour la réalisation de l'échangeur de Bambeto. À date, nous avons terminé le recrutement de la mission de contrôle. Au plus tard, le 15 ou le 20 février, nous allons lancer l'appel d'offres pour l'entreprise qui doit construire cet échangeur-là. Donc, le processus continue. Quand vous avez recruté l'entreprise, le plan de passation de marché peut prendre aussi 4 mois. Et quand vous prenez 4 mois, vous finissez avec ce dossier d'appel d'offres. Quand c'est fini, vous pouvez espérer pour que l'échangeur connaisse un démarrage effectif au plus tard après la saison des pluies. Mais le travail est en cours. Donc c'est pour ça que je parlais du cycle de vie d'un projet. C'est long, ça prend du temps, c'est du travail qu'on fait dans l'ombre qu'on ne voit pas et ça concourt à réaliser. Et c'est exactement pour cela que nous n'avons jamais revendiqué la paternité de l'échangeur du pont 8 novembre. Quoique c'était fini sous le président Alpha Condé, mais les fonds avaient été mobilisés sous le président Lansana Conté. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire pour tous ces échangeurs. L'État, c'est une continuité. Monsieur le ministre, nous allons à présent passer au dernier point imagé de cette interview, c'est la sécurisation du patrimoine routier. Pour cela, il y a un dispositif qui est en expérimentation, c'est le pesage, mais aussi les moyens de paiement au niveau de ce point. Nous allons voir comment, pour le moment, ça se passe au niveau de Koya et de Breka. Aboubakar Junior Kamara est parti sur le terrain et nous commente ces images. Le taux d'agressivité des routes en Guinée est de 5% selon une étude du ministère des Travaux publics. La surcharge est le grand mal de la société dans le pays. Elle est fréquemment endommagée par les poids lourds. Pour y remédier, la Direction nationale de la protection et de l'exploitation routière rend opérationnel son service de pesage-péage. Dans un partenariat public-privé, 2 postes sont installés. L'un sur la route nationale numéro 1 à Koya et l'autre sur la nationale numéro 3 à Dubreka. Depuis leur installation il y a 2 ans, plus de 70 000 camions sont pesés. Au niveau du pesage, nous contrôlons la surcharge au niveau des camions. Le camion doit passer à une vitesse de 0 à 8 km/h. Une fois que le camion est passé, nous validons la pesée. Nous avons notre afficheur qui est là. L'afficheur qui va déterminer les essieux, les types d'essieux, essieu numéro 1, essieu numéro 2, essieu numéro 3, et ensuite la surcharge s'il n'y a ou pas. Après l'étape, l'opérateur ou bien la chargée de facturation va remettre une fiche de verbalisation au transporteur. Ensuite, l'autre fiche de verbalisation sera mise dans la pièce qui sera transmise à la caissière. Le transporteur doit connaître le montant qu'il doit payer, s'il est en surcharge ou pas, où se trouve sa surcharge. Ce projet renforce aussi la sécurité des personnes et de leurs biens. Il limite les risques d'accident, une mesure que les transporteurs ne voient pas d'un mauvais œil. L'État doit prendre ses responsabilités quand tu dépasses le poids. On doit débarquer tes bagages. Les chauffeurs sont parfois pas gentils entre eux. C'est pourquoi il y a trop d'accidents. Moi, je dépasse jamais 300 tonnes, comme le recommandent mes patrons. Les pénalités varient selon la nature des camions et de leur destination nationale ou internationale. 30 000 pour les 6 roues et 60 000 pour les 10 roues. Ceux qui franchissent les frontières du pays peuvent payer jusqu'à 300 000. Une source de revenus qui pourrait contribuer à entretenir nos infrastructures routières. En termes de coefficient d'agressivité, la norme mondiale est moins de 1%. Et ici en Guinée, nous sommes autour de 5%. Si la voie doit durer 15 ans, avec le taux actuel que nous avons, qui est de 5%, la voie va durer 3 ans. Et après 3 ans, l'État est encore obligé d'encore d'investir les mêmes 1000 milliards. Donc vous voyez un peu l'importance de contrôler et de surveiller
ces véhicules à poids lourd. Le contrat est signé pour 15 ans entre le collège syndical des transporteurs, le gouvernement guinéen et Africa Pesas Guinée. Les partenaires sont dans la perspective de multiplier le nombre de postes de pesage dans les capitales régionales, mais aussi au port autonome de Conakry. Monsieur le ministre, on a du mal à évoluer dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous travaillez, je ne dis pas pour rien, mais c'est pour reprendre les mêmes choses. Et tenez-vous bien que l'arsenal juridique n'était pas en place pour mettre, cette convention en route. L'arsenal juridique n'existait pas. Le règlement 14 de la CEDEAO demandait à ce que tous les pays votent des lois sur la protection du patrimoine. Ce n'est qu'en 2016 que cette loi a été votée, promulguée en 2017 par le chef de l'État. C'est ce qui nous a permis justement d'avancer dans un partenariat public-privé, une concession qui a été signée avec Afrique Pesas. Encore, nous sommes en phase expérimentale. Hein? Nous sommes en phase que vous n'êtes pas pressés là, alors que les dégâts sont énormes. Nous sommes pressés, mais vous savez, quand les habitudes s'installent, c'est au fur et à mesure qu'il faut expliquer aux gens. Quand nous construisons normalement, le coefficient d'agressivité qui est tolérable, c'est au-delà de 1%, c'est maximum 2%, ce qui est admis par la CEDEAO, la norme. C'est vraiment quand vous dépassez cela, ce n'est pas acceptable. Et aujourd'hui, quand vous voulez l'appliquer avec l'état des routes actuelles, ça devient très pénible. C'est pour cela que les nouvelles constructions que nous sommes en train de faire, par exemple Koya jusqu'à Kouroussam, il y a des postes de pesage sur le long de la route pour permettre à ce que les véhicules, s'ils sont pesés et qui dépassent le poids requis, il y a automatiquement du délestage. On les fait délester pour pouvoir emprunter la route et les pénaliser aussi pour le faire. Délester? Délester, c'est-à-dire que s'ils dépassent à l'essieu, par exemple, ce qui est admis par le règlement 14, par la loi, c'est 13 tonnes à l'essieu. Donc quand vous dépassez cela, vous êtes obligé de décharger certains véhicules de lestage, décharger un peu de poids sur votre véhicule pour permettre à ce que le véhicule puisse emprunter ou le camion puisse emprunter la route. Souvent à tort, on dit que les routes ne sont pas bien construites. Même si vous appliquez les structures rigides ou les structures souples avec ce type d'agressivité, vous aurez exactement le même résultat en 4 ans ou 5 ans. Monsieur le ministre, surtout pendant ces périodes politiques aussi très agitées, les routes sont aussi très agressées. Ouais, on brûle du pneu dessus. Maintenant, c'est les véhicules que l'on brûle. On met des cailloux et tout. Et vous parliez de l'arsenal juridique qui a été mis en place, je crois, pour la protection des infrastructures sur le patrimoine routier. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas ministre de la Justice, je sais. Mais qu'est-ce que vous-même vous faites en tant que maître d'ouvrage pour que, au moins pour intenter des procès, porter plainte? Le dernier cas, c'est... ceux qui font passer des petits tuyaux. Oui, le dernier cas est celui du chargeur ou de la chargeuse qui a été vandalisée la semaine dernière, où on a jeté une bouteille d'essence là-dedans pour que ça prenne feu. Ça coûte au moins 5 à 6 milliards de nos francs guinéens. Ils ont dit 300 000 $, je crois, la valeur de la machine. 300, non, c'est 300 000 $, ça c'est l'achat. Maintenant, si la TVA, vous devez faire venir, ça peut coûter jusqu'à 5 milliards au minimum. Mais ce qui est regrettable, c'est que tous les jours, nous Guinéens, nous disons que nous n'avons pas d'infrastructure. Nous comparons toujours le progrès des autres pays à là où nous nous trouvons. Mais chaque fois qu'on construit, on veut faire des fondamentaux solides pour le pays, nous sommes les premiers à les détruire. Comment on peut même imaginer verser de l'huile sur la chaussée? Vous ne savez pas qui passe. Il peut être même de la même obédience politique que vous. Vous jetez de l'huile. Et je vois des leaders politiques qui cautionnent cela. Moi, ça m'écoeure. Parce que ce que nous sommes en train de réparer, c'est qu'ils auraient dû le faire bien avant. Si ça avait été bien fait, on ne serait pas dans cette situation de revendication aujourd'hui.
Mais malheureusement, vous prenez un peu partout. C'est soit on brûle des pneus, soit on jette l'huile sur le goudron. Et ça n'honore pas notre pays. Oui, ça mais agissez, monsieur le ministre. Nous agissons. Non, nous ne dénonçons pas. L'État, un ministre ne dénonce pas, un ministre agit. Nous prenons les dispositions et à chaque fois que nous arrivons à mettre la main sur les instigateurs, nous les arrêtons. Le dernier cas, nous avons porté plainte contre X au niveau de la justice pour pouvoir situer les faits et continuer davantage à sensibiliser que l'on peut revendiquer, l'on peut protester sans au moins mettre à terre le patrimoine commun, ce que nous avons conçu pour nous-mêmes. Et aussi, il y a des entreprises qui s'évertuent aussi à faire des tranchées sur le goudron. Nous avons plusieurs conflits aujourd'hui avec des sociétés, lesquelles nous avons saisi déjà les équipements qu'ils avaient et nous les poursuivons pour... Il y a un problème de coordination apparemment. Le ministère des Travaux, le ministère des Postes et Télécommunications, qui parfois fait passer des filles, le ministère de l'Énergie. Oui, on a mis des règles en place où chaque fois qu'il doit passer, ils viennent nous voir et nous autorisons. Et pour autoriser, il faudrait que l'endroit ne soit pas à même de pouvoir accepter ce que nous... les tuyaux que nous faisons passer sur le goudron. En ce moment, nous trouvons des solutions pour faire le tranché à ce niveau-là. Mais sinon, il y a des cas où des gens, des privés, des entreprises, sans autorisation préalable, la nuit, viennent et font des tranchées. Et à chaque fois, on les arrête et juste par rapport à cette question d'entretien, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de voir, il y a un besoin réel d'entretenir nos routes. Mais il se trouve qu'au niveau du fonds d'entretien routier, les redevances ou les taxes qu'on reçoit, c'est 250 francs par litre, alors qu'il y a déjà une loi qui doit porter à 500 francs. Mais votre collègue dit il faut une augmentation ou bien l'État cède certaines taxes pour pouvoir augmenter, alors que les besoins d'entretien sont là. Mais la route elle-même, elle peut se financer avec le système de pesage. Là, je ne sais pas combien l'entreprise... les recettes ne sont pas suffisantes. Ce projet, par exemple, de pesage-péage, c'est plutôt pour dissuader les gens à utiliser la route. Le peu de... là-bas où alors? Ah ben, non seulement ça va au fonds d'entretien routier pour l'entretien de la route, naturellement, mais ce n'est pas conséquent comme ressource, ce que je veux expliquer. Pour entretenir 45 000 km de route, c'est beaucoup de moyens. Il faut l'entretien périodique et l'entretien courant. Et ce qui est engrangé aujourd'hui, c'est 250 francs guinéens par litre. Ça fait à peine 200-300 milliards de nos francs guinéens, à peine 30 millions de dollars. Pour l'entretien des routes, dans une république, c'est rien. Ça paraît beaucoup d'argent, mais c'est rien. Vous avez des ponts qui cèdent, des urgences, vous avez plus de 7000 km de routes nationales, vous avez plus de 15 000 km de routes préfectorales, vous ne pouvez pas toutes les réparer ou les réhabiliter. Oui, c'est impossible avec ce financement. Ce n'est rien, oui. Mais le peu quand même qui doit être fait, s'il est solidement très bien fait, on pense que ça peut nous permettre de respirer 2 ans, 5 ans au moins. Je peux vous dire que nous entendons beaucoup ce discours aussi, mais ça ne suffit pas. Ce que vous entretenez aujourd'hui, vous êtes obligé de revenir là-dessus chaque année. C'est pour ça qu'on parle d'entretien périodique, entretien courant. Nous sommes en train de nous battre au niveau des ministres économiques pour que ce montant, parce que nous ne pouvons pas augmenter le litre de carburant. Oui. Comme on ne peut pas augmenter le litre de carburant, il faut prendre ces ressources qui vont au niveau du trésor, il faut prendre ça de quelque part pour le mettre au niveau de l'entretien routier. Donc ce n'est pas une augmentation sur le coût du carburant. C'est sur ce qui existe déjà, il faut faire des coupes ici. Et donc ça viendra en diminution du budget national. Donc voilà pourquoi souvent les ministres économiques ont des difficultés de dire si je dois encore couper 300 ou 400 milliards des ressources que j'ai, que je dois distribuer par rapport aux autres ministères, ça devient un problème. Pourquoi en Guinée, les travaux publics se limitent aux travaux d'infrastructure routière? Parce que c'est comme ça que notre gouvernement est constitué. Et le chef de l'État a jugé que c'est important avec le volume de travail qu'il y a au niveau des routes, d'avoir un ministère qui s'occupe du secteur routier.
et d'avoir un ministère au niveau des transports qui s'occupe des questions liées au transport. Oh, on ne peut pas appeler ministère des infrastructures routières? Non, on a l'impression que c'est tout ce qui est infrastructure quand même, d'intérêt public. Bon, ça c'est une question liée à la vision et du chef de l'État qui pense qu'en ce moment précis, la Guinée a besoin et il a besoin d'avoir un ministère en charge uniquement des infrastructures routières et un autre ministère qui est en charge d'autres infrastructures liées au port autonome, liées à d'autres moyens de transport aérien, etc., pour permettre à ce qu'on puisse répondre efficacement aux objectifs qui sont fixés. Monsieur le ministre, c'est la fin de cette interview, mais avant de l'ouvrir, on avait posé une question. Est-ce que vous êtes en train de réussir la mission pour laquelle vous êtes à la tête de ce département? Le président a posé. Il nous parle de mettre le développement, il dit c'est de mettre les routes au cœur du développement. Est-ce que vous êtes vous-même, apprécié, vous êtes en train de réussir cette mission-là? Je pense que c'est un honneur, en même temps un privilège, que d'avoir été choisi parmi les millions de Guinéens par le chef de l'État pour mettre en œuvre sa vision et sa politique en matière d'infrastructure routière. Et je dois aussi, par honnêteté, dire que le travail que nous faisons, c'est parce que mes prédécesseurs aussi ont rempli leur part de mission qui leur a été confiée par le chef de l'État. Il y a une vision qui a été tracée par le président de la République et à des moments donnés, il utilise des compétences en fonction de la problématique qui est en face pour faire avancer. Et je pense pour ma part que nous sommes en train de nous inscrire dans cette vision. Et la feuille de route qui m'a été donnée par le Premier ministre Dr Kassoul Fofana, qui régulièrement nous faisons le point de la situation de ce qui m'a été confié pour voir si à chaque fois les objectifs ont été atteints. Je crois savoir que mon Premier ministre est content du travail que je fais et par ricochet, je pense le président de la République, naturellement, qui veut toujours que les choses se fassent. Et je vais vous raconter une petite anecdote, même un petit pont. Le petit pont qui se trouve à Koussi, le président de la République est au courant exactement de qui finance, comment on le fait, quelle entreprise et comment ça se passe. Il est au courant exactement de ce que nous faisons au jour le jour. Donc, c'est le management qui est en cours. Je voudrais quand même illustrer, pour illustrer sa vision. J'avais expliqué au début cette route du littoral qui va désengorger complètement Conakry, pour laquelle route les études de faisabilité sont complètement terminées par un cabinet de signature internationale renommé. Et aujourd'hui, cette étude de faisabilité est disponible et nous avons commencé déjà à échanger avec des partenaires qui sont très intéressés à la construction de cette route du littoral, qui va permettre justement à ce que si vous habitez à Koya, que vous soyez en centre-ville en moins de 15 minutes. Parce que c'est une autoroute à péage. Vous empruntez au niveau de l'échangeur de kilomètre 36 et vous êtes à Kaloum au bout de 15 minutes en payant, comme ça se fait à Dakar, comme ça se fait à Abidjan. Voilà la vision du chef de l'État. Désengorger le centre urbain avec la construction de nouvelles routes, parce que la densité routière est très faible chez nous. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus élevé que chez nous. Quand vous prenez le Sénégal, c'est beaucoup plus élevé que chez nous. Mais la construction de cette route du littoral qui va rejoindre la route qui est en construction aujourd'hui de Koya jusqu'à Kouroussa et reliée à la frontière de Bamako, notre port autonome capture un trafic de environ 2,7%. 2,7% du volume de trafic qui va à Bamako. 2,7%. La Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo, ils ont le reste. Alors que le port naturel de Bamako et du Sahel, c'est Conakry. Et c'est des millions et des millions de dollars de recettes que ces pays font à travers le transport qui se fait d'Abidjan sur Bamako, de Dakar sur Bamako, de Lomé sur Bamako. Vous voulez capter ça?
à capter à 30%. À capter à 30%, ça change fondamentalement la structure de l'économie guinéenne. Et c'est ça la vision du chef de l'État. Et c'est ce qui est en train d'être mis en œuvre aujourd'hui. Monsieur le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté, merci. Merci d'avoir répondu à toutes les questions de nos confrères et de nous-mêmes. Grand merci à toute l'équipe technique mobilisée pour la réussite de ce numéro de Guinée Actu. Nous vous donnons rendez-vous à la fin du mois prochain pour recevoir un autre invité de grand gabarit, comme Monsieur le ministre l'a été. Merci une fois encore. Merci à tous.